Alors, si le mouvement haussier sur les taux souverains américains semble pour le moment se calmer un petit peu, les tensions sur les rendements obligataires européens, les tensions se poursuivent. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. On a le taux à 10 ans italien, pardon, on donne quelques chiffres quand même, qui a doublé en 3 mois. Rien d'alarmant, on est à 1,1%. On a celui de l'Allemagne qui maintenant est proche de la ligne de flottaison, autour de 0%, un petit peu en dessous. Et en France, on a un 10 ans, j'en parlais hier avec le ministre des Comptes publics, qui a pris 40 ou 50 points de base par rapport 50, à ces points bas. 50 55 même. 55. On était à 0,1, on était à moins 0,45 en fait au plus bas. Voilà, 50 points de base en quelques mois. En quelques mois. Même si en absolu, encore une fois, le taux d'intérêt dans l'absolu n'a rien d'inquiétant. Est-ce que ça veut dire que de plus en plus, les investisseurs se soucient aussi de ce risque de hausse des prix, plus seulement aux États-Unis, mais aussi en zone euro, à tort ou à raison d'ailleurs? Quand on voit en France l'inflation sur un an, 1,2%, il n'y a pas le feu au lac, comme disent les Suisses. Alors, je pense qu'il y a plusieurs sujets qui se confrontent pour répondre en fait à cette hausse. Alors déjà, vous avez raison, et merci de le faire, les ordres de grandeur ont un sens. Alors effectivement, on a une tension, et en gros, on a une augmentation partout en Europe des taux à 10 ans, des taux souverains à 10 ans qui sont vraiment la référence sur le marché financier et pour l'État, puisque c'est sur 10 ans que se financent le plus en fait tous les États européens. On a une hausse entre 50 et 70 points de base par rapport au point bas. Mais donc, il ne faudrait pas que tous les 3 mois, 6 mois, on prenne 50 points de base. Donc c'est ça en fait le sujet principal. C'est est-ce qu'en fait ce chemin de 50 à 70 points de base de hausse nous amène sur un chemin qui font que de manière régulière, en fait, les taux souverains vont continuer à augmenter. Non, la première raison de la hausse des taux, c'est leur faiblesse excessive initiale. La correction d'une faiblesse excessive. On était à moins 0,8 sur le Bund allemand, enfin voilà, sur l'obligation allemande, on était à moins 0,5 sur le 10 ans français, on était à rien du tout sur l'italien, rien du tout sur l'Espagne, 0 sur l'Espagne. Est-ce que véritablement la dette espagnole vaut 0? Non, ça correspondait essentiellement au fait que pendant un temps, l'obligation souveraine est redevenue finalement le seul moyen de préserver son capital pour les investisseurs. Or, l'année dernière, on était en situation d'extrême stress. Et donc, cette aversion pour le risque a amené cet excès, en fait, sur les niveaux de taux d'intérêt. Donc, on corrige un excès. On corrige un excès, et donc c'est une forme de normalisation. Donc, la question fondamentale, c'est, déjà, l'épaisseur du trait. Donc les ordres de grandeur ont un sens, de passer de moins 0,4. C'est mieux en fait de payer sa dette, en gros d'être payé en fait pour s'endetter à moins 0,5. Mais bon, la payer 0,1 comme c'est le cas de la France, ça va. Il n'y a pas de péril à l'en demeure en termes du poids des charges financières sur son économie. Non. Là maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les États-Unis ont pavé le chemin, ont pavé la voie comme d'habitude. Ça a été les précurseurs. C'est les premiers à avoir leurs taux d'intérêt qui sont passés de 0,5 à 1,5. Bien avant nous. On est à 1,65 ce matin. Oui, 1,65, 1,60. En fait, on tourne autour des mêmes niveaux déjà depuis de nombreuses semaines. Vous savez, tout en début d'année, on aurait fait la même émission sur les États-Unis, à savoir, waouh, la hausse des taux qui passe de 0,5 à 1,5. Oui, mais au début, en début d'année, c'était cette hausse des taux souverains américains qui se propageait, qui avait un effet de contagion sur les taux souverains européens. Là, ça ne bouge plus côté américain et ça monte tranquillement côté européen. Est-ce qu'il n'y a pas justement une... Non, la raison, elle est toute simple. Mais le décalage dans le temps entre la dynamique américaine versus la dynamique européenne. Je rappelle qu'en début d'année, les chiffres... En gros, les États-Unis sont sortis de la crise depuis un moment, à travers la vigueur de leur plan de relance, à travers des mesures de restriction qui ont été moins restrictives et qui font que, à travers des stratégies de vaccination qui ont été beaucoup plus efficaces, beaucoup plus vite. Et donc, à partir de là, l'économie américaine est sortie du bois beaucoup plus tôt que les autres. Et donc, j'en veux pour preuve, aujourd'hui, les attentes en termes de croissance américaine sur 2021, c'est plus 6,5. Voire même au-delà de 7%. Voilà, donc la prévision du FMI, pour l'instant, est à 6,5. Elle pourrait être peut-être revue à la hausse. C'est tout à fait possible au regard du niveau d'épargne aux US et des plans de relance qui sont absolument gargantuesques. Donc 6,5, c'est énorme. Donc ça veut dire qu'il y a quelques pressions inflationnistes. Et donc comment, quand vous avez 6,5% de croissance, penser qu'on puisse garder des taux d'intérêt qui sont à 0,5 ? Non. Donc on est passé légitimement de 0,5 à 1,5. Vu que maintenant l'Europe est en train de sortir du bois, aujourd'hui... Enfin, on a 1,6% de hausse des prix en zone euro sur un an. Enfin, on est encore très loin de l'objectif d'inflation de la BCE qui est de 2%, il faut le rappeler. Après, voilà, moi c'est la rapidité de la hausse des taux qui m'interpelle. Alors la rapidité, encore une fois, c'est l'épaisseur du trait. Donc on reste sur des niveaux qui sont historiquement plus faibles. On est sur des niveaux qui sont plus faibles qu'avant crise, alors qu'ils étaient déjà historiquement faibles. Donc attention à ne pas se faire peur trop vite. On a quoi? Là, on a la matérialisation en fait, d'une zone euro qui va comme les autres,
finir par voir la lumière au bout du tunnel et voir leur économie et voir son économie en fait à nouveau croître, hein, puisque je rappelle qu'on a quand même une récession au premier trimestre, après 2 trimestres de baisse à nouveau du PIB européen. Ça c'est vraiment qu'en Europe qu'on a vu ça. Donc l'Europe est en retard, mais l'Europe va sortir du bois à partir du second semestre parce qu'enfin les stratégies de vaccination commencent à porter leurs fruits. Et c'est là où peut-être que les marchés vont chercher, et c'est l'objet aujourd'hui de cette vidéo sur Boursorama, c'est de savoir si les marchés ne vont pas chercher à tester la BCE, notamment parce qu'il y a des réunions, il y a la réunion du 10 juin aussi, elle mettra la BCE à jour ses prévisions économiques, de croissance, d'inflation. Est-ce que, à mesure qu'on va sortir de la crise, les marchés aussi vont pas chercher un petit peu à voir ce qu'elle a dans le ventre, la BCE? J'ai envie de dire, regardez ce qui se passe aux US. Et puis on suivra exactement la même chose. Donc avec un peu de décalage. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu d'abord hausse des taux, tout le monde nous a dit l'inflation est là. Elle est là, hein, plus 4% le mois dernier de l'inflation américaine. Ouais. L'inflation, avec les prix de l'énergie et les prix de l'alimentation, en fait, comprises. Mais il n'y a pas d'inflation de second tour aux États-Unis. Et c'est ce que martèle à chaque fois. Second tour, c'est ce qui se répercute sur les salaires. Sur les salaires. Donc il n'y en a pas. Il n'y a aucun risque par rapport à cela, parce que ce que nous disent le taux d'utilisation des capacités de production. Des marchés financiers autour de cette question-là? Parce qu'il faut bien. Notamment aujourd'hui, les bourses corrigent parce que l'inflation au Royaume-Uni est bien plus forte que ce qui était attendu. Et parce qu'il faut bien ranger quelque chose, avoir un os à ronger. C'est-à-dire que quelle thématique vous voulez jouer aujourd'hui? Donc la crise sanitaire qui était une superbe thématique, attention, hein, dramatique dans les faits, mais pour les investisseurs qui était une thématique simple à jouer. Le drame au départ, le rebond ensuite. Ensuite, on a joué quoi comme thématique? Les politiques monétaires qui ont été extrêmement favorables, thématique qui est jouée, surjouée. On a joué quoi à la thématique du recovery, hein, qui a été faite avec la rotation de portefeuille. C'est fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se regarde, on discute, on parle de quoi? De la pluie, du beau temps, des terrasses aujourd'hui, un café. Non, aujourd'hui, les investisseurs, il faut avoir en tête que, d'une certaine manière, on regarde les écrans, ils sont toujours derrière les écrans. Et donc, à force, il n'y a plus grand-chose, en fait, aujourd'hui, donc à consommer comme thématique. Et bien, à force de regarder les écrans, on se met à surinterpréter, finalement, à l'épaisseur du trait. Et donc, ces hausses de 0,5 à 1%, 1,5% aux États-Unis, c'est normal. C'est normal au regard, en fait, du rebond économique associés. Et donc, c'est normal au regard des niveaux d'inflation, mais en sachant que les niveaux d'inflation de second tour sont tout à fait raisonnables. C'est ce que martèlent les présidents de banque centrale et c'est ce qu'ils continueront de marteler dans les mois à venir. Eh bien, c'est la même chose en Europe. Et donc, cette hausse de moins 0,5, de moins 0,4 en France à 0,1, c'est l'épaisseur du trait. Il faut bien... Sauf si ça continue. Et sauf évidemment, si, sauf si ça continue. Mais donc, maintenant, posons-nous la question sur les raisons qui feraient que ça continuerait. La seule raison pour laquelle ça pourrait continuer, c'est une inflation de second tour. Donc, il faudrait pour ça que notre économie affiche véritablement des tensions très fortes dans son outil de production qui amèneraient à pousser les entreprises à payer plus les gens. Un, taux de chômage au plus haut ou au plus bas? Alors, on n'est pas au plus haut, mais on est très très loin des plus bas. Deux, taux d'utilisation des capacités de production. C'est ça une économie. Hein. C'est en gros un appareil de production qu'on utilise pour faire tourner, pour vendre. Aujourd'hui, le taux d'utilisation des capacités de production, c'est pareil. Mais on est sur des niveaux qui sont très en deçà des moyennes historiques. Donc on n'a pas de tension dans l'appareil productif, on n'a pas de tension en termes de taux de chômage. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui souhaitent travailler et qui ne travaillent. Donc à partir de là, il faut qu'on m'explique. Après, il y a des goulets d'étranglement dans certains secteurs, évidemment, et donc c'est là où on fait de l'extrapolation qui va trop vite. À savoir qu'on confond la micro et la macro. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas... C'est pas qu'il n'y a pas des poches d'inflation dans les prix des semi-conducteurs, dans des choses qui sont très précises. On a des poches d'inflation. On peut avoir même de l'inflation salariale dans certains secteurs d'activité très précis. Mais pour autant, ce n'est pas parce que vous avez à un endroit très précis de l'inflation que automatiquement, en fait, macroéconomiquement, ça se traduit par un taux d'inflation très élevé. Ça, enfin, selon nos points de vue, c'est impossible au regard des croissances potentielles de toutes nos zones. Donc on a quelques poches d'inflation qu'il ne faut pas nier et qui, à notre sens, sont plutôt défavorables à la dynamique économique. Parce que lorsqu'on regarde qu'est-ce qui monte beaucoup en termes de prix, c'est essentiellement les prix des matières premières, prix des matières premières énergétiques, prix des matières premières alimentaires, prix du fret maritime, du transport. Et donc la vraie question de fond, c'est est-ce qu'aujourd'hui nos entreprises ont la capacité à répercuter dans leurs prix de vente finaux? Donc, est-ce que le ménage a la capacité à payer plus cher ce qu'ils consomment aujourd'hui, que ce soit un bien ou un service? Ou à prendre sur leur marge, les entreprises. Voilà, ou à prendre sur leur marge. Donc, est-ce qu'elles ont le marge suffisante pour le faire? Donc, aux États-Unis, c'est possible. En Europe, c'est très peu probable, hein, parce qu'on est très loin d'avoir retrouvé les niveaux de marge en fait, d'avant-crise. Et donc, la question, c'est... On cumule les problèmes en zone euro, quand même. Ben oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut aussi voir la réalité. Hein. C'est-à-dire que nous avons une croissance potentielle plus faible que dans les pays anglo-saxons, essentiellement pour des raisons d'ordre démographique et probablement de capacité à faire évoluer nos modèles plus vite en fait, que les autres, avec des formes de rigidité qui était plus grave fortes. aussi en zone euro qu'aux États-Unis. La récession était plus forte au travers en fait, les choix qu'on a fait aussi. Hein. Donc c'est vrai que malheureusement, l'élastique se tend, hein. C'est-à-dire que le reste du monde a vite repris son ordre de marche, l'Europe tarde, alors même qu'elle est tombée plus que les autres. Donc,
Alors si vraiment il y a vraiment un phénomène dans lequel, en fait, pour nous, il ne faut pas s'inquiéter, c'est bien celui de l'inflation en Europe, parce qu'on n'a aucun Pourtant, symptôme. c'est le sujet du moment, mais, Voilà, mais parce qu'il comme il n'y faut en a pas bien d'autre, avoir, par défaut. exactement. Par défaut, Et donc, par défaut, on va interpréter ça comme une hausse potentielle des taux d'intérêt. Et j'en ai pas parlé, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Ouais. Alors, c'est d'autant moins probable qu'on n'a pas de symptômes dans l'économie réelle qui nous amènerait à penser que les taux d'intérêt vont monter. Et d'ailleurs, je vous pose une question. Pour que les taux d'intérêt montent, il faut que les agents privés, qui sont les entreprises et les ménages, aient la capacité à le supporter. Alors, en gros, à supporter des conditions de financement moins favorables demain qu'aujourd'hui. Est-ce que, d'après vous, quel impact ça pourrait avoir sur les agents privés européens dans la situation actuelle ? Eh bien, moins de consommation et moins d'investissement. Donc, ça ne serait pas bon pour la croissance. Donc, ça ne peut pas monter. Et en dernier lieu, quand même, ne l'oublions pas, on a quand même une patronne de la Banque Centrale Européenne qui ne fait que ça, que marteler le fait que non, il n'y a pas de pression inflationniste en zone euro, non, il ne faut pas retirer en fait les béquilles. Elle l'a redit hier. Elle l'a redit hier et elle ne cesse de le dire jour après jour depuis un certain nombre de mois. Alors, les investisseurs peuvent s'amuser, c'est possible, mais bon, on n'est pas face à une petite banque centrale tout de même. Aujourd'hui, la ligne directrice, elle est claire, c'est un peu comme la Fed. C'est en gros, les banques centrales sont là et restent là. Et donc, je n'imagine pas qu'elle pourrait prendre le risque de laisser dériver des taux d'intérêt, parce qu'en plus, rappelons-nous quand même que si on s'en sort plutôt bien d'un point de vue économique, c'est parce qu'aujourd'hui, les banques centrales financent directement les déficits des États, la dette des États. Si jamais les taux montent, évidemment, la soutenabilité de cette dette, ce fardeau, en tout cas, cette dette deviendra un fardeau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vu qu'elle ne coûte rien. Donc, mis bout à bout, j'ai du mal à me convaincre que le chemin parcouru des 50 points de base, en gros, ces 50 points de base de hausse sont une étape sur un chemin qui nous amènerait sur des niveaux bien au-delà des niveaux actuels. Bon, elle vient nous le dire, on en reparlera. Merci en tout cas, explication signée. Pierre Merci, Sabatier, David. économiste et président du cabinet PrimeView. Merci, salut.